Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui je vais faire une review de mon troisième coffret préféré de catch. Vous allez vite deviner lequel. J'ai un abonné qui s'appelle Cédric Lavie qui voudrait que je fasse une review de Ric Flair The Definitive Collection. Et ben maintenant vous savez de quoi je veux parler. Voilà le coffret de Ric Flair. Et également le fourreau qui va avec. Donc je remercie formellement à Cédric Lavie pour son commentaire, lui qui voulait que je fasse celui de Bret Hart, The Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be. Et là aujourd'hui on va voir celui de Ric Flair. Donc derrière il y a WrestleMania 24 où Ric Flair fait son tout dernier match. Là on le voit avec son peignoir de chambre, peignoir de catch. Et là, une photo de lui avec la ceinture de la NWA. Une photo dans le ring où il combat Roddy Piper, je crois. Là, encore avec son peignoir de chambre. De là, c'est un match en cage contre Triple H. To beat the man, you got to beat the man. Et là, les deux côtés là, on voit faire un figure 4 leg lock. Un figure 4 sur Ricky Steamboat. Et de l'autre, un figure 4 sur Shawn Michaels. Ensuite, ensemble, on va regarder les CD. Pareil, et je crois qu'il a des dessins à l'intérieur. Attendez, je crois. Limousine Raiding, Let Flying. Donc oui, pour revenir à la traduction, to beat the man, you got to beat the man, qui veut dire pour battre l'homme, il faut battre l'homme. Et là, c'est limousine de bonne qualité. Rise, non. Kiss, Staining, Wailing, Dailing. Ouais, on va dire c'est l'un de ses catchphrases qu'il avait gardé, quoi. Kiss, Dailing, Bro Dailing, je crois. Woo! Just off the gun. Ouais, donc tout ça résume à ça. Mais là, il y a encore une photo de Ric Flair. Derrière avec les matchs. Donc. On va voir ensemble sur le tout premier DVD. Alors, le premier DVD. Beginning, le commencement. Là, d'abord, il parle un peu de son enfance. Je crois qu'il parle au moment où il avait été adopté. Et après, Plane Crash. Je crois qu'il parle de son incident de... Je crois qu'il parle de son incident d'avion, si je me trompe pas. Donc ouais, c'est formellement possible qu'il parle de son accident d'avion. Mais en tout cas, il l'explique dans son documentaire, The Nature Boy. Là, il parle du surnom Nature Boy, Nature Boy, Nature Boy, peu importe comment on peut le surnommer. Eh ben, ça vient d'un autre catcheur, en vérité, le terme Nature Boy. Je crois que c'est Buddy Rogers. Oh, pardonnez-moi, j'ai fait tomber le portable. Je crois que Nature Boy, le surnom, ça vient de Buddy Rogers, si je me trompe pas. Le travail d'un champion. Ouais, là, il explique que lorsqu'il est devenu catcheur, il s'entraînait dans un camp d'entraînement près où est-ce qu'il y a une ferme, où il s'entraînait d'arrache-pied, et c'est comme ça qu'il va devenir le Nature Boy et qu'il va devenir champion très rapidement. Je crois qu'il va remporter des nombreux titres, et en plus il y a des rumeurs concernant ses règnes de champion du monde, mais
Mais là, il parle le travail d'un champion obtient une reconnaissance des gens. Slick Rick, je crois qu'il parle de l'un de ses surnoms, Slick Rick. Il dit que lorsque les filles le voient quand il va dans un show de catch, eh ben on l'appelle directement par ses surnoms, Slick Rick ou Space Mountain, un peu comme ça quoi. Mais autrement, il affiche fièrement son image d'homme d'homme riche qui est parti de rien. The World of Champion. Alors, le rôle d'un champion, si je crois que c'est ça, ou non, peut-être ça veut peut-être pas dire ça, mais on va dire c'est un peu la même référence, car c'est vrai que j'essaye de comprendre au maximum tout ce qui est écrit en anglais. J'essaye formellement. Ouais, ben il parle encore de ces affrontements prestigieux. Il parle notamment de son combat prestigieux face à Von Erich, Steamboat, Bruiser Brody et Stan Hansen, je crois. Ouais, en même temps, Ric Flair, il a eu une grosse, mais vraiment une grosse carrière dans le monde du catch. C'est vraiment pas pour rien qu'il en est là aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, ben, on le considère toujours comme une légende. Et en plus, il a catché, que ce soit en Amérique, peut-être au Canada, en Angleterre, au Japon, donc un peu en Europe, quoi. Mais autrement, il a quand même fait le tour du monde en étant champion incontesté. The Forceman. Là, il parle de la formation de les Forceman. Je crois que c'est lui qui a créé le groupe avec Gigi Dillon, Ollie Anderson et Arn Anderson avec Tully Blanchard. Il n'y avait pas encore Barry Windham, il n'y avait pas encore Dean Malenko, il n'y avait pas encore Chris Benoit, il n'y avait pas encore un autre membre. Qui encore? Ah, ils en ont eu tellement dans les Forceman que ça s'est très vite dégradé avec le temps et du manque de popularité qu'il y avait. Donc il explique la création des Forceman, son clash avec Sting. On va dire son combat contre Sting résume à ses grosses rivalités avec lui. En plus, Sting, il était jeune, il avait les cheveux blonds et visage coloré. Donc il était un peu le Scorpion, pas Dark, qu'on va le connaître par la suite, mais il y avait une très grande alchimie entre Flair et Sting. Et je crois que le match est dedans. Oui. Qu'est-ce que je me fais de soucis pour rien mais oui, il est vraiment dedans. Slaying the Dragons. Trancher, enfin, tuer le dragon. Là, il parle de Ricky Steamboat. Ouais, qui va voir en 80... Je sais pas... On va dire, je sais que c'est dans les années 80 où ils auront leurs 3 confrontations. Il y en a qui citent 4. Leurs 3 confrontations qui seront à 5 étoiles, qui sera aussi un match d'1 heure. Et l'autre n'a pas été encore déclaré, mais elle a été notée 6 étoiles. Eh ben, en tout cas, pourtant je ne connaissais pas encore les matchs de Flair, leur rivalité avec Steamboat, avec leurs 3 matchs qui durent tous 1 heure et qui sont tous les 3 classés 5 étoiles. Mais pour l'époque, ça s'enchaîne vite. Donc j'ai vraiment adoré leur deuxième confrontation. Leur troisième, j'aimerais bien le voir dans le coffret de Steamboat, si jamais j'arrive à l'avoir. Ensuite, match hardcore avec Terry Funk. Là, il parle de sa rivalité avec Terry Funk, qui avait été très sanglante.
Et, euh, et pour ça, ils ont eu quand même des bons matchs entre ces deux hommes. En tout cas, c'est tellement rare. Mais c'est grâce, on va dire, un peu à Flair et un peu la psychologie de Funk s'ils en sont arrivés là, quoi. Donc vraiment pas mal. Même s'il y avait une petite intervention de Keiji Muto, Kret Muta. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Ouais, ah, mis le fait qu'il y avait un peu d'intervention, mais voilà, du fait que ça à la fin du match et que après à la fin ça dégénère, ça reste quand même pas mal. Ça reste quand même pas mal du tout. Ensuite, de, de Jim Crockett à la WCW. Ouais, en fait, il parle de, de l'entente entre la Jim Crockett Promotion à la WCW, que la Jim Crockett Promotion, c'est un peu la NWA de la grande époque, qui va avec WCW, donc ça veut dire que la WCW a acheté les droits sur Jim Crockett Promotion pour, euh, pour faire une grosse fédération, quoi. Donc c'est ça le fameux terme, le réel champion. Là, il dit que en tant que vrai champion, y a que lui qui peut rivaliser avec les plus grands catcheurs de tous les temps. Pas beaucoup oseront le faire, si ce n'est que lui. Donc il s'affiche, il nargue tout le monde, il est tranquille, quoi. Il est vraiment tranquille à 100%. Les, les problèmes à la WCW. Ouais, là, il parle des problèmes avec... c'est pas Todd Gordon, c'est avec Jim Herd. Un premier temps, c'était avec Jim Herd. Ouais, qu'il voulait même pas travailler pour Jim, préférant aller à la WWF. Donc il va quitter la Jim Crockett Promotion, qui sera une WCW, pour aller à la WWF avec la ceinture de la Big Gold Belt. Donc la ceinture Fedor. Et, et qui va se désigner en tant que réel champion là-bas. Et là, il parle de son succès à la WWE. Là, il dit que Ric Flair, là, il dit il a eu une bonne entente avec les catcheurs à la WWE, même avec McMahon. Aujourd'hui en 2021 et aujourd'hui à 100% en 2022. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, il souhaiterait d'aller voir ailleurs, autre part que la WWE. Mais bon, à cette époque, il était reconnaissant envers la WWE. Donc, il parle de tout son succès. Hein. Par exemple, les titres WWE qu'il a remportés. 2 titres, bien sûr. Et les matchs. Hein. Son match contre Savage. Hogan qui n'a jamais vu le jour, à part à la WCW. Donc voilà, il a eu quand même une brillante carrière. Et aussi, j'avais oublié de dire, mais Ric Flair explique dans son reportage que lorsque la WCW n'avait plus besoin de lui, il voulait tout faire, la WCW, pour détruire à 100% la WWE, pour qu'ils sont la numéro 1. Donc il voulait détruire une fédération entière, quoi. Mais après, on connaît Bischoff. Hein. C'est normal que lui et Bischoff ne se sont jamais entendus par la suite. Ensuite, évolution. Ouais, là, il parle de la formation de l'évolution, qui est un peu les forcemen de l'époque. Donc là, il explique que la formation avec Triple H, qui vont former le groupe, Batista, avec Randy Orton. Donc ce groupe, cette faction va très vite monter en puissance et à la fin, la dégradation suite au départ de Randy Orton et après le départ de Batista, ça va leur conduire Flair et Triple H dans un combat au Survivor Series et dans quelques matchs où il va très rarement gagner. Bref, passons. WrestleMania 24.
week-end pour Flair. Ouais, là, il parle de son week-end de WrestleMania, où il a beaucoup pleuré. Il a énormément pleuré au Hall of Fame. Sur le ring, il a quand même pleuré. Et vous allez entendre par la suite que même le lendemain de Raw, il va vraiment être en une fontaine d'eau. Donc il va vraiment pleurer comme pas possible. Comme si un jour il allait nous quitter. Là, c'est qu'une hypothèse, hein. C'est juste pour vous dire comme s'il allait arrêter du jour au lendemain. Alors qu'il a toujours été présent, même s'il n'a plus catché du tout. Et voilà, ça se termine le documentaire là. Donc pas mal, vraiment. Ensuite, il y a les bonus. The Money Distraction. Donc il parle la distraction pour l'argent. Bring boots. Se payer des chaussures aussi chères et chic. Blanching his hair. Il se blanchit les cheveux. Enfin, il se décolore les cheveux, quoi. Donc, vous voyez quand à chaque fois il finit en sang, des fois ça peut arriver que Flair se décolore les cheveux à cause qu'il a trop saigné des fois. Donc c'est un peu ça le thème. Any was the Outlast. Je crois qu'il parle de la fois où il a où il avait parlé avec Enig, je crois. Mr. Perfect. Je crois que c'est ça, hein. Ah, j'essaye de me comprendre aussi. Ouais, mais autrement, celui-là, j'essaie de me rappeler de ces moments dans le documentaire, parce que des fois, je peux oublier très très vite, sans même me rendre compte. Rick parle de la relation avec les membres d'Evolution. Je crois, là, ça va peut-être vous étonner, mais à l'époque, Charlotte Flair, quand elle n'était pas encore catcheuse, elle apparaît dans le documentaire de son père, et même dans les bonus. Donc, si vous ne les avez jamais remarqués, Charlotte, elle a toujours été aux côtés de son père. Mais après, c'était au moment où il allait prendre sa retraite, hein. Donc, j'espère que vous aurez très bien compris. Ouais, apparemment, il y a une très bonne entente entre sa famille et les catcheurs. Donc, c'est vraiment sympa. Kato City. Les clés de la ville. Ouais, ça, je me rappelle de cette petite cérémonie où il va être élu par le maire pour avoir les clés de la ville. Donc un petit projet vraiment mégalo, mais qui colle très bien à son personnage aussi. Ensuite, Ric Flair, la vidéo de Ric Flair. Alors, la musique et la vidéo, vraiment très très émouvant. C'est vraiment touchant, malgré qu'il fait un peu vieux, hein. Malgré qu'il se fait un peu vieux, ça reste quand même très émouvant. Ça se voit comment il sait donner de l'émotion, Ric Flair. Donc le premier documentaire et les bonus, c'est terminé. Et maintenant, on passe au DVD 2. Voilà, j'essaie de mieux cadrer. Ensuite, le premier match au Mid-Atlantic Championship Wrestling, le 18/8 en 82. Ric Flair contre Jack Briscoe. Alors le match, il était, on va dire, un petit peu long. Et il se passe quand même un peu de quelque chose dans ce match. Et je crois qu'il y a même les membres de Forceman qui sont venus pour porter main forte à Flair. Peut-être pas, voire peut-être à vérifier, mais je crois que c'est Flair qui remporte dans ce match. Je crois qu'il remporte.
Alors celui-là, je le mettrais 2,30 à ce match. Ensuite, à la World Class Championship Wrestling, donc WCCW, le 24 du 8 en 82. Un combat au meilleur des 3 manches pour le championnat de la NWA, le monde poids lourd bien sûr, hein. Ric Flair contre Kerry Von Erich. Alors, si vous ne connaissez pas la famille Von Erich, certains disent que la famille Von Erich est une famille maudite du monde du catch. Et donc peut-être que c'est peut-être pas une légende, mais, tous les membres de la famille Von Erich n'existent plus désormais, à part encore une famille. Donc il y a Kevin Von Erich qui est toujours en vie et qui a toujours ses propres enfants, et que la famille Von Erich continue de grandir et qu'ils essaient d'avoir un destin plus glorieux que leur défunt famille. Ouais, pas mal. Un très bon match entre Kerry Von Erich. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est l'attitude de l'arbitre. L'attitude de l'arbitre est quand même étrange. On dirait que l'arbitre, il est pas content d'être ici, commence à faire n'importe quoi en voyant ce qu'il fait. Et à la fin, je crois que c'est une victoire de Ric Flair sur Kerry Von Erich. Et à la fin, ben, le patriarche de la famille Von Erich s'en prend à l'arbitre pour son mauvais professionnalisme, son mauvais travail dans le ring, quoi. Encore un peu, il se prenait vraiment un réel coup de poing dans la figure. Mais bon, passons. Encore en Mid-Atlantic Championship Wrestling, le 31 du 8 en 83. Pour le championnat du monde poids lourd de la NWA. Ric Flair contre Harley Race. Pas mal entre Harley Race et Flair. Mais attendez. Ben, j'avais oublié. Ouais, attendez. Je vais revenir sur Harley Race et Flair. Ce match-là pour Kerry Von Erich et Ric Flair, je vais lui mettre un... Je vais lui mettre un 3,50, qui est quand même un bon match. Donc je lui mets 3,50. Et pour Harley Race et Flair, je me rappelle des cliniques de catch entre Ric Flair et Harley Race. Je me rappelle qu'il y avait des pile drivers. Il y avait aussi le figure 4, bien sûr. Des tentatives de tomber, des tentatives de prise trop dure. Et des atémies à répétition qui font mal. Et il y a même, le cowboy Bob Orton qui va intervenir dans le match. Le cowboy Bob Orton, pour rappel, c'est le père de Randy Orton, pour ceux qui ne le savent pas. Je tiens quand même en haleine pour ceux qui n'ont jamais su réellement. Et je crois que c'est Harley Race qui remporte par disqualification. Ou alors c'est Flair qui remporte le match. C'est difficile à dire, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas du tout. Mais bon, celui-là, je lui mets un 3. Je lui mets un 3 de 40. Là, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Pas facile de tenir toi une main, mais autrement, excusez-moi. Donc 3,40 pour Harley Race et Flair. Maintenant, on passe à World Wide Wrestling. Donc 3 fois W. Le 15 du 12 en 85. Là, c'est les Forcemen, peut-être au complet. Non, ils sont 3. Donc c'est Ric Flair, Arn Anderson et Ollie Anderson contre Dusty Rhodes, Magnum TA et Manny Fernandez. C'est du 3 contre 3, donc un match à 6. Bon match par équipe, mais c'est pas plus.
Je me rappelle que ça se battait un peu partout, que ça se frappait dans tous les côtés. Donc celui-là, je mettrais, je lui mettrais 3-20 à ce match. Donc voilà, je le mettrais 3-20 à ce match par équipe. À 6, hein, bien sûr. Hein. Autrement, il est bon, il est bon. C'est juste que c'est pas, on va dire, la grosse exceptionnelle, quoi. Bon, maintenant, on va passer. Là, c'est à la NWA, à Clash of the Champions, 27 du 3 en 88, pour le championnat du monde poids lourd de la NWA. Ric Flair contre Sting. Un des meilleurs matchs dans ce DVD, et un des meilleurs matchs dans la carrière de Sting aussi. Je crois qu'ils vont combattre pendant presque 1 heure, je crois. Hein. Et il se passe de tout dans ce match. Il y a des prises de soumission, le figure four ou le sharpshooter qui sera un Scorpion Death Drop et non pas Deathlock. Deathlock, c'est comme un reverse DDT. Donc celui-là, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Je lui mets un 4. Je lui mets un 4 sans hésiter. Ouais, il est vraiment pas mal ce match. Donc si vous voulez voir le coffret de Flair, vous pouvez l'acheter sur Amazon si vous arrivez à trouver un bon prix. S'il est encore là, il existe en français. Mais celui-ci que j'ai sont en français. La plupart des coffrets, je les ai en français. Mais autrement, il est pas mal. Donc un 4 pour le match Flair Sting me convient. Me convient vraiment. Ensuite, je crois que c'est à la WCW American Bash. Great American Bash, pardon. Ou peut-être à la NWA. Ouais, on va dire NWA. Pour le championnat du monde poids lourd de la NWA, Ric Flair contre Terry Funk. Alors, j'avais expliqué qu'il y avait une intervention de Great Muta. C'est exactement le cas. Mais il y aura aussi une intervention de Sting pour protéger un peu Sting. Enfin, pour protéger Ric Flair, pardon. Oh, me tromper de nom et me tromper de personne, c'est pas toujours. Hein. C'est pas toujours. J'essaye d'être plus objectif et moins faire de boulettes comme ça. Mais autrement, je crois que c'est une victoire de Flair contre Terry Funk. Et à la fin, ben, les deux se battent avec le Great Muta et Sting. Ça va s'arrêter quelques minutes, après ça va reprendre. Et le programme se termine là-dessus. Voilà, j'ai passé au DVD 2. Maintenant, on passe au DVD 3. Donc, voilà le DVD 3. Donc, là, c'est à la WWE cette fois-ci, au Madison Square Garden de New York, le 28 du 10 en 91. Attendez. Je fais des boulettes aussi. Je fais beaucoup de boulettes. Pour le match entre Terry Funk et Flair, je lui mettrais 3,60. 3,60. Qui pourrait bien aller. Donc voilà, je m'arrête ici. Attends, on passe au troisième. Ouais, donc j'expliquais Roddy Piper contre Flair. Je me rappelle que Roddy Piper provoque Ric Flair. Il essaie de le provoquer pour qu'ils s'affrontent. Ouais, que ça va se continuer à enchaîner des prises. Et je crois que c'est une victoire de Piper. Non. Qu'est-ce que je raconte? C'est victoire de Flair. Ouais, pas mal le match là. Vraiment pas mal. Je lui mettrais un 3-10 à ce match-là. Ouais, un 3-10 pourrait suffire. Donc passons à la WCW Spring Stampede.
17 du 4 en 94. Pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Ric Flair contre Ricky Steamboat. Un des meilleurs matchs dans la carrière de Ric Flair et de Ricky Steamboat. Je crois que c'est leur... Non, c'est leur second match. Mais je sais pas si celui-là il a été noté 5 étoiles. À mon avis, peut-être pas. Peut-être pas. Je me rappelle qu'il y a une clinique de catch assez impressionnante de la part des deux hommes. Donc ça s'enchaîne vite. Des fois, ça prend très vite son souffle et ça continue et ça s'arrête pas. Ouais, donc celui-là, il s'approche à la perfection. Donc je lui mettrais 4,50 à ce match. Un 4,50 suffirait bien. Donc un meilleur match aussi dans ce programme. Ensuite, on passe de l'autre côté. Taboo Tuesday du 1 du 11 en 2005 dans un match en cage pour le championnat intercontinental. Ric Flair contre Triple H. Je crois que ça se termine par une victoire de Ric Flair en battant celui qui l'a mis en avant. Je spoil direct, hein, mais je crois que c'est ça. Hein, mais ouais, les deux hommes se connaissent parfaitement bien. Pourtant, ils ne se sont jamais battus auparavant et ailleurs. Et pourtant, dans l'année 2005, depuis le départ de Batista et de 2004 de Randy Orton, il y a de la dissension et ça se bouffe dessus, quoi. Ça finit des fois en bain de sang. Ouais, un match très bon, vraiment très bon. Donc celui-là, je le mettrais 4,5. Ouais, 4,5. Et demi qui veut dire 30. Ouais, un bon match. Et maintenant, on passe au tout dernier match. Là, il y a de l'émotion dans l'air. WrestleMania 24, le 30 du 3 en 2008. La carrière est en jeu de Ric Flair. Ric Flair contre Shawn Michaels. Comme quoi un match peut en tirer tellement, mais tellement d'émotions. Donc il y a vraiment de l'émotion dans ce match. Et en plus, Flair fait tout pour ne pas perdre. Il fait tout. Et Shawn Michaels veut l'emmener à la retraite. Ce vieux cabot, je crois qu'il disait en promo, ce vieux chien, pour enfin en terminer avec sa carrière et de mener une vie paisible, et qui lui dit dans une promo mettre un terme à ses souffrances. Donc ouais, un très bon match entre les deux hommes. Et en plus, à la fin, je vais spoiler, hein, Flair se lève en pleurs, continuant à se battre. Shawn Michaels est en place pour le switcher de musique. Et à la fin, il lui dit I'm sorry, I love you. Avant d'asséner un switcher de musique. I'm sorry qui veut dire je suis désolé, je crois que vous le saviez. I love you, je t'aime. Et là, ça finit sur une victoire de Michaels. Et là, vague d'émotion. Shawn Michaels qui envoie son idole d'adolescence à la retraite. Ça a été magnifique ce match, vraiment magnifique. Donc maintenant on passe au bonus. Je vais passer le dernier promo à la fin. Donc je vais commencer par cela. Limousine Reading, Jet Flying, Styling et Profile. Ah oui, Style and Profiling, NWA Championship Wrestling. Voilà, il fait une promo sur un jet privé entouré de ses femmes.
concernant la crise économique et comme quoi lui c'est un champion qui préfère faire le tour du monde et qu'il continuera à tel point. Take a raid on Space Mountain. Ah oui, son surnom Space Mountain, il le raconte dans une des promos à la NWA Championship Wrestling, le 22 du 6 en 85. Donc tout ça c'est que des séries de promos de boss. Là il montre c'est qui le boss. Slick Rick, là j'en ai parlé, c'est tout le monde, toutes les filles quand ils le croisent, ils disent tous Slick Rick pour son côté homme à femme, car il adore les jolies femmes bien fringantes. Il le cache pas, il le vit à fond. Ensuite, The Real Men Stay Up, NWA World Championship Wrestling, 21 du 9 en 85. Ouais, celui-là, je crois que c'est à ce moment-là où il commence à s'emballer. Même du début jusqu'à la fin, il s'emballe, car il vit sa gimmick à fond, comme si son train de vie était si importante pour les gens. Donc vraiment pas mal aussi. What is causing all this? Avec... Ah oui, il avait dit dans une des promos... Putain, ne floute pas. Voilà. Ouais, je crois qu'il considérait les Anderson un peu comme ses cousins. Donc il le considérait un peu comme ses cousins. Bien sûr, c'est comme s'ils étaient là pour veiller sur lui, hein. Donc c'était un peu le but de la promo. Ensuite, Space Mountain. Voilà, il parle, on va dire, des groupies qu'il a. Donc les femmes qui portent les tenues Space Mountain. Qu'il est en haut de la montagne, en gros, quoi. Donc vraiment pas mal. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais si vous adorez les promos, ça vous conviendra peut-être au moins, même s'ils sont sous-titrés en français, vous pourrez peut-être lire en sous-titrage. Après, si vous préférez les voix, ça change rien, quoi. Et là, Golden Spoon. Voilà, là, il parle de toutes ses richesses et qu'il le montre fièrement sa montre de Rolex, qui dit aussi que mes chaussures vaut plus cher que ta maison. Je me paye des costumes sur mesure qui vient d'Italie, qu'ils ont de la valeur. Et aussi, je suis un champion au top, je suis le meilleur. Ça, c'était un peu avec les temps des Forceman. Je suis au top, je suis le meilleur. J'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Venez pas frotter à nous, sinon vous allez vous faire tabasser à mort. Ou alors rejoignez-nous, vous deviendrez les meilleurs. Donc, ça va se terminer là-dessus. Mais moi, je vais terminer avec l'hommage de Ric Flair. Car je me rappelle qu'il y avait tous les catcheurs qui étaient invités sur le ring pour lui rendre hommage. Émouvant. Et à la fin, on peut voir qu'il est en larmes. C'est un peu triste, hein, mais après, on apprendra par la suite qu'il n'est jamais réellement parti du monde du catch, quoi. Car il continue peut-être pas à catcher, mais il va continuer à catcher jusqu'en 2012. Car il va catcher du côté de la TNA. Et en 2012, il déclarera qu'il serait à la retraite. Ouais, ça, c'est raisonnable pour lui. Au moins, vaut mieux être encore dans le monde du catch en faisant coacher la nouvelle génération pour apprendre à être fourbe ou apprendre à être une vedette. Mais là, cet hommage-là, c'est le lendemain de WrestleMania. À Raw du 31 du 3 en 2008. Et là, ça se termine là-dessus. En tout cas, selon moi, ça mérite de se terminer là-dessus. Donc voilà.
mon troisième coffret préféré. Mon troisième coffret préféré, malgré que c'est on va dire, des anciens matchs de lui dans la NWA ou de la WCW, ça reste quand même des coffrets très rares. Donc j'ai terminé avec cette review. Et pourtant, je connais la plupart qui, on va dire, qui connaissent Ric Flair, mais qui n'ont jamais vu la plupart catcher. Il y en a qui l'ont vu catcher, il y en a qui l'ont plus vu catcher depuis longtemps. Mais moi, oui, depuis 2008 et 2012, ça m'étonnerait quand même. Donc j'ai terminé avec cette review. Et voilà. Attendez, je ne sais pas si j'ai dit pour oh ouais, j'oublie. Je vous dis, hein, ça me prend vraiment le dessus à chaque fois. Hein. Ça me prend réellement, mais réellement le dessus à chaque fois. Le match entre lui et Sean, je lui mettrais un 4,90. Après, je sais pas si je l'ai dit. Hein. Il faut que je vérifie hein, en regardant la vidéo. Comme ça, je vais vous le mettre en description. Donc, mais autrement, dans l'ensemble, le documentaire, je lui mets un 4, un 4,20 et l'ensemble, je note 5, vu comment c'est vraiment stylé, tout fait d'or. Mais un petit 5, quoi. Donc, c'était DVD Pro Souvenir. Et moi, je vous dis, peut-être demain ou après-demain, car je serai peut-être pas en mesure de faire une vidéo. Ou alors, si j'ai le temps, je le ferai une. Donc on verra bien. Bon, allez, merci beaucoup. Salut tout le monde. Au revoir à tous.